Avant que la vidéo commence, j'ai une grande annonce. Avec Hugo, on lance un webinaire qui aura lieu le 21 mars à 18 h. On va parler de l'évolution du poker, de l'évolution du jeu et de toutes les opportunités que ça ouvre pour exploiter vos adversaires. On ira dans le concret, on vous partagera en toute transparence notre méthodologie pour évoluer et maximiser nos résultats, et on dévoilera les stratégies clés pour maximiser les gains en cash game live. C'est un webinaire qui se veut actif, on sera dans l'échange et ça sera important également que vous soyez bien concentré, bien focus. Et durant ce moment ensemble, vous allez également avoir l'opportunité d'avoir une analyse complète et détaillée de votre jeu en participant à un test qui sera review de manière personnalisée pour vous donner les meilleurs axes pour progresser. Également, tout ça est complètement gratuit, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. Je vous souhaite une bonne vidéo, rendez-vous le 21 mars. Bienvenue dans ce jour numéro 2 à la caserne. On va remettre les pendules à l'heure. Il y a eu des plays assez bizarres de la part des joueurs. Ça va être l'occasion de review tout ça. Et ensuite, on va se retrouver sur les tables. Préparez-vous un petit café, installez-vous confortablement et on attaque cette journée ensemble. Ah oui, il faut savoir que cette house, elle est polarisée. Il y a deux catégories. La catégorie des gros dormeurs, avec Petit Will, Juju, qui est le plus gros dormeur au monde. Et ensuite, on a la team des insomniaques, qui sont toujours réveillés. On est parti, on va aller inspecter les lieux. Et ça, c'est l'autre catégorie. Ça heads up ou quoi? Ça heads up, ouais. ça va être du petit déj quoi. Et il y a Sony. Sony il s'arrête pas. Oh. Ah ouais, carrément. Bon bah let's gamble Farida. Toute la sauce comme disent nos amis québécois. Ouais. Tu dois avoir une perte. Non. Tiens, tu fais ton cinéma, toi. Gamble du matin, Farida. Allez. Gamble du... Moi j'ai open-ended. Allez, let's go. Direct. Bon, il est le temps de commencer la session de sport, donc on va aller réveiller les dormeurs. Session de sport qui va commencer. Allez. T'es prêt? Je suis prêt toujours. Ah, voilà. Il est réveillé. Vous allez venir te réveiller. Ah c'est bon, je suis douche froide là, Ah voilà, on va commencer la séance. Oh, petit Willow, comment il dort? Mais comment tu dors ça? Mais non. Petit sparring léger? Vas-y. Très léger. Vas-y. Vas-y. Vin, c'était comment C'était intense, le bain, j'ai pas mis la tête. Hein. C'était pas... J'ai triché. Tous les matins au réveil? Vas-y, on est parti, on va faire une petite partie de review technique avant la session. L'idée c'est de faire un bon débrief des mains qui ont été jouées hier. Moi j'ai plein de prises de notes. Je vais partager les spots que j'ai joués aussi sur les tables où on était là, parce que vous voyez des plays que je fais, mais c'est très intéressant que vous ayez exactement le contexte de la table, comme ça au moins vous allez pouvoir vraiment, on va pouvoir discuter de pourquoi est-ce que on prend ce play là, pourquoi est-ce que vous avez pris les plays que vous avez pris, pourquoi est-ce qu'on aurait pu faire des optimisations, etc. Donc c'est parti. Là on va pas mal grind hein, les gars, on a un bon 8h, 9h. Alors est-ce que vraiment on dirait qu'il a 21 ans? Je ne pense pas. Ça ne passera jamais. Mais on va essayer de te faire rentrer. Donc le premier step ça va déjà être de rail les tables, d'être fréquent. Comme ça ils auront l'habitude de voir ta tête. Ouais. Une fois qu'ils auront l'habitude de voir ta tête, peut-être que tu pourras dire ouais je buy in, je pose 300 balles. Ça va être testé, on va voir, on vous keep in touch, let's go. Mission numéro 1 accomplie, t'as pu rentrer dans le casino déjà. C'est parti. C'est déjà une première réussite. Étape numéro 2, rentrer dans la poker room. Hello guys. Bonne ambiance.
Oh, thank you very much. L'étape de bouton est accomplie. Génial. On est parti sur cette session avec Petit Will en acolyte. L'objectif, prendre un maximum de notes, aller exploiter de manière bien agressive chaque adversaire. C'est de la 1-3, on in 500$ et très vite on reçoit As-6 dépareillé au cutoff. UTG Limp, je raise à 15$ et SB, BB et UTG Call. On est à 4 joueurs, le flop tombe 10-9-6 bicolore. On a une paire très faible, tout le monde check, et ici je vais envoyer un bet 15$. L'intérêt de ce bet c'est qu'il y a beaucoup de tirages, ils vont call une range très large, les tirages vont souvent miss, transformer en bluff à la river, et on va pouvoir avoir un call bien clear. Pour autant, s'ils ont des paires intermédiaires, ils vont plutôt checker la river, et je pourrais transformer ma main en bluff. Et au final, tout le monde fold sauf la joueuse en début de parole. On est en heads up et la turn tombe une dame. Elle check, je check également, la river tombe la doublette de la dame qui fait rentrer la flush, et elle envoie un bet à 20$. Clairement, on a un très bon candidat à transformer en bluff. On peut faire fold énormément de 10 et de 9 qui joueraient comme ça. La seule problématique, c'est qu'elle a aussi des dames qu'elle peut jouer comme ça. Je viens juste d'arriver, j'ai une image qui n'est pas clear, et donc envoyer un gros parpaing, ça va être complexe. D'autant plus que j'ai pas d'informations sur le profil, pas de sizing tel, et en général, j'évite de faire des gros bluffs du futur quand j'ai pas d'informations. La suite logique de cette idée, c'est que la meilleure stratégie, c'est d'envoyer un raise pas trop cher, assez cher pour faire fold des 10 et des 9, mais sans aller chercher à faire fold des trips ou des flushs. Je raise à 80$, et elle me snap call. Je retourne mon bluff et elle me retourne roi 9 suité pour la flush. Bon, un peu tricky son sizing, on garde ça en note pour la suite. Je commence à prendre un rythme bien actif à table, jusqu'à me faire livrer une belle paire d'as bien fraîche, bien neuve. Je suis en début de parole, je call pour que ça s'active derrière, surtout que j'ai pris beaucoup de lines de limp pre-raise en bluff juste avant, et malheureusement, tout le monde call. On est dans un family pot à 9, et le croupier ouvre un flop roi 9-6 bicolore. C'est pas l'idéal, mais on peut quand même faire quelque chose. Faut être très précautionneux parce qu'on est à 9 joueurs, les probabilités qu'un joueur ait double paire sont assez hautes, donc on va faire des petits sizing pour pass value cut, et dans la mesure où on voit de la résistance, il faudra savoir fold. On est dans un spot complexe, c'est important de bien le jouer et de ne pas faire d'erreur là-dessus. J'envoie un bet à 15$, et tout le monde fold, sauf la joueuse au cutoff qui call. On se retrouve à 2 joueurs sur la turn qui est un 2, je bet 35$, et elle fold. Sur cette table, il y a un point positif, un point négatif. Le point négatif, c'est que c'est difficile de prendre de l'argent quand j'ai des mains fortes parce que ça fold beaucoup. Le point positif, c'est que je prends énormément de spots en bluff, ça passe bien et je peux gagner plein de petits pots. Et j'aimerais mettre que des spots de bluff, mais la variance en décide autrement. Je reçois encore une grosse paire d'as au hijack. J'open à 16$, les joueurs au bouton et small blind call, et on est à 3 joueurs sur un flop 7-6-2 rainbow. C'est un board qui est extrêmement low, ça ne percute pas leur range, et donc j'ai absolument envie de checker pour que s'ils aient des mains comme roi 10, dame valet, valet 10, qu'ils touchent potentiellement une bonne paire. Et si dans tous les cas ils ont une main comme 7 et 8, 7 et 9, 6 et 5, des petites paires, eh bien le joueur au bouton va très souvent les miser en protection de lui-même. De ce fait, la meilleure décision est très largement le check. La turn tombe en 9, la joueuse en small blind check, et là, et j'espère que derrière vos écrans vous avez la bonne stratégie ici. Ça sert absolument à rien de miser, parce que si le joueur au bouton maintenant a percuté un 9, il va miser de lui-même et on va pouvoir check raise, et la joueuse en small blind, si elle avait percuté, elle miserait assez souvent d'elle-même. Donc on a beaucoup plus d'intérêt à laisser le bouton chauffer, et également il peut prendre des lines en bluff, parce que maintenant qu'on a checké tous 2 fois, c'est un spot de bluff qui est assez facile. Et donc, je check. Le bouton check également, et river tombe une dame. La joueuse en small blind check, et on se retrouve dans une configuration où les ranges elles sont très weak pair, showdown orientées. Le joueur au bouton quant à lui peut avoir touché une dame, mais dans tous les cas maintenant qu'on est à la river et que le board est loqué, ça va être compliqué de prendre beaucoup. J'imagine également très peu de combos de bluff, et donc je vais gratter ma value sans mettre trop cher. Je place un bet à 35$, le bouton fold, la joueur en small blind call, et on gagne ce petit pot. Je gagne énormément de petits pots, rien de très complexe, très peu de résistance, jusqu'à arriver sur un coup qui lui a été plus complexe. J'ai 8 et 9 dépareillés au cutoff, la table est très facile à jouer donc j'open à 15$, les joueurs en small blind et grosse blind call, et on est à 3 joueurs sur un flop As-Dame 10 bicolore. Le joueur en small blind reprend l'initiative et envoie un bet à 15$, la grosse blind fold, et ici quand l'adversaire envoie un bet à 15$ dans un pot qui fait 45, ça représente énormément de faiblesse. Très souvent il va nous dire la force de sa main à la turn ou à la river,
On a la position, on va en profiter pour call et mettre de la pression par la suite, dans la mesure où il réduit ses tailles de sizing. Et même s'il a touché une main réellement solide ici, sur les flushs qui rentrent et quintes qui rentrent, on va pouvoir lui mettre énormément de pression, ça va être facile à jouer. Turn tombe un roi, et là-dessus, l'adversaire continue à envoyer un bet à 30$. C'est réellement intéressant. Je pourrais décider de prendre le bluff directement. Mais en réalité, je suis assez content s'il a une main assez faible qui continue à investir de l'argent en mettant des petits bets par-ci par-là, et également, s'il a un valet, eh bien je suis assez intéressé de just call. Et dans la condition où river il m'envoie un bet très cher, on pourra se rétracter et fold. J'envoie les sous au milieu, la river tombe un 4, et c'est le moment de vérité, on va avoir l'information qu'on voulait sur la force de l'adversaire, et il m'envoie un bet à 30$. C'est le moment de mettre de la pression, mais en réalité, c'est un spot avec une force trade possible. Donc s'il a un valet, c'est assez peu probable qu'il mise aussi peu cher, mais il peut également se dire que s'il mise plus cher, il va être payé que par une main qui est égale à un valet. Malgré tout, des combos de valet, il y en a très peu dans sa range, je reste quand même confiant, mais pour aller faire fold des doubles paires ou des paires à l'as, j'ai pas besoin d'aller relancer très cher. Afin d'avoir le meilleur ratio risque-récompense, je prends l'option de relancer à 130$. Il réfléchit, il me regarde, il regarde ses jetons, il regarde sa main, et jette ses cartes. Rien de flamboyant sur cette session. Des petits spots, certains qui passent pas, et quelques minutes après ça, je vais recevoir 9 et 5 suités en grosse blinde. Pas une main incroyable, vous allez me dire, pour autant, les choses vont complètement partir en couille. Un joueur en début de parole, qui est un joueur plutôt sérieux, open à 18$. J'ai un avantage assez monumental sur les joueurs, dans ces petites limites, ils sont extrêmement lisibles, extrêmement faciles à jouer. J'ai envie de faire grossir le pot, mettre de la pression, on a pas mal de profondeur, et je lui envoie un 3-bet à 60$. Il call. Je m'attendais pas à ce qu'il fold, l'objectif ça va être de lui mettre de la pression post-flop. Et le flop n'est pas anodin. Ça tombe 9-9-8 rainbow. C'est juste incroyable. On vient de percuter nuts là-dessus, on a de quoi se régaler. C'est un joueur qui a du limp, qui a des open pas chers, donc quand il open cher, j'imagine une range bien compacte, bien haute. Des As-Roi, As-Dame, As-Valet et paire de 10+. Et j'ai justement décidé de 3-bet parce que je savais que j'allais pouvoir mettre beaucoup de pression à cette range post-flop. Mais maintenant que je touche nuts, je sais qu'il a cette range, et je dois me dire comment est-ce que je prends le maximum. J'ai pas envie de faire trop grossir le pot, et j'envoie seulement un bet à 45$ pour m'assurer qu'il call toutes ses overcards. Très rapidement, il call et la turn tombe un 2. Ici, c'est toujours le même plan. Je pourrais décider d'aller miser plus cher, mais j'ai vraiment envie d'aller gratter à la partie la plus large de sa range. Et s'il y a une overcard qui tombe river, je pourrais me régaler. J'envoie un bet à 50$, je m'attends à ce qu'il call, mais il ne call pas, il ne fold pas, et il m'envoie un raise à 200$. Ah, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce spot? Je réfléchis, et je suis contre un papinite, quoi. Ça fait 3 heures qu'on est à la table, le mec a pas joué une main, à chaque fois qu'il joue des spots, c'est pour les folds, et là il me raise. Franchement, je l'imagine pas jouer genre paire de dames, paire de valets comme ça me paraît absolument aberrant. J'ai justement misé pas cher parce que j'avais peur que ses mains fold. C'est un gars qui subit très mal la pression depuis le début, qui fait que de se faire grinder, je lui ai pris plein de pots. De ce que je sais de lui, c'est pas du tout un mec combatif. Et pour autant, il me relance ce spot. La réalité, c'est que j'imagine pas de bluff, j'imagine pas de main qui se value cut. J'ai eu une chance énorme dans cette décision. C'est que je sais qu'avec les pocket pairs, comme 8-8 par exemple, ou 2-2, c'est des mains qu'il a tendance à limp ou à open très peu cher. Donc, je sais que j'ai la meilleure main, et c'est quelque chose qui me sauve. Et également, si je prends ces combos de 9, avec des mains comme 10 et 9, 9 et 8 suités, il va plutôt avoir du limp ou de l'open pas cher. Même Dame-Valet, ça va plutôt être en limp ou en open pas cher, et les open chers, c'est vraiment des bonnes overcards. Et donc j'ai cette chance énorme d'être immunisé. Parce que en réalité, face à un move qui représente autant de force d'un joueur qui a pas bougé une oreille pendant 3 heures, s'il avait tous les combos de 9 dans sa range, j'aurais de quoi être vraiment inquiété et presque penché pour le fold. Mais pour autant j'ai cette information, donc je sais toujours pas ce qu'il a, mais au vu des informations, c'est hors de question de fold. J'ai pas non plus d'intérêt à raise, s'il a un bluff, et en fait c'est tout ce que j'attends, parce que j'espère rien d'autre qu'un bluff,
eh bien je suis très content qu'il mette le plus d'argent au milieu. Et donc, s'il a envie de faire une dinguerie, bah qu'il fasse une dinguerie et je call. La river tombe un 6, je check, et en 1/10 de seconde, il fait all-in pour 400 $. Vraiment, papinite, ça fait 3 heures qu'il a pas joué une main, j'imagine pas de bluff. Est-ce que c'est possible parce que j'ai gagné trop de pots contre lui et que je lui ai mis des spots assez agressifs qu'il commence à se level et à partir en couille parce qu'il voit que je représente de la faiblesse en misant très peu cher à la turn? Possible. Est-ce qu'il peut avoir joué As-9 comme ça? On sait pas pourquoi il a changé son pattern de sizing, mais j'ai l'impression que l'un reste plus possible que l'autre. Donc, quoi qu'il en soit, on va suivre le plan à la turn et on va mettre les sous au milieu. Je call, et il me retourne As-Roi suité. Le sizing que j'ai fait à la turn l'a fait partir complètement en couille, et il était en bluff complet. Et on se retrouve à gagner ce pot énorme qui fait du bien. Et directement les mains s'enchaînent, je reçois As-7 suité en small blind, hijack open, cut-off call. Franchement, j'ai fait que des 3 bêtes et des squeezes de mutant toute la soirée, il est temps d'un peu se calmer, parce que j'ai vraiment une image de fou. Je call, le joueur en grosse blind call, et nous voici à 4 sur un flop, Roi 9-3 avec mon tirage couleur. Je check, tout le monde check, turn tombe une dame qui ouvre un double tirage couleur, j'ai une image de zinzin et les joueurs vont être trop suspicieux, donc ça fait partie des coups que je suis obligé d'abandonner. Je check, et là le joueur en grosse blinde mise 30 $, hijack et cut-off fold, et le joueur en grosse blinde, il a vraiment pas de chance parce qu'il vient juste d'arriver à la table, et donc j'ai une image à peu près neuve. Donc, je call, river tombe un 2 qui fait rentrer la backdoor flush, et en vrai, il peut jouer énormément de rois faibles comme ça qui vont pas assumer la pression. On va avoir un spot de bluff très profitable. Je reprends donc l'initiative et j'envoie un bet à 80 $. Il hésite un moment, il réfléchit et après un moment d'hésitation, il jette ses cartes dans le mug. On remporte ce pot. J'enchaîne contre le même joueur avec Roi Valet suité au cut-off. J'open à 15 $, il call en grosse blinde et on est en heads up sur un flop Dame 9-5 Rainbow. Je check, il check également, la turn tombe un 5 qui ouvre un tirage couleur. J'envoie un bet à 15 $ dans le plan de lui mettre un bon parpaing river. Il call, et la river est un 10 qui fait rentrer la flush. C'est un spot complexe. On touche maintenant quinte max, mais il y a la flush qui rentre. Et en réalité, il a call à la turn sur un board assez particulier, parce que maintenant tous les tirages ont touché le 10, ou alors quinte, ou alors il a touché une couleur. Je suis dans une situation assez complexe. Et franchement, dans ce spot, j'hésite presque juste à check fold. Parce que si je check, il n'aura quasiment aucun bon candidat de bluff naturel à bet sur cette river. Et pour autant, il a énormément de flush qui peut jouer comme ça, donc j'aurais un fold qui serait assez facile. Pour autant, il peut toujours avoir des 9, il peut toujours avoir quelques paires faibles, des mains comme Val et 10 qui percutent là-dessus, et par définition, ça peut être assez intéressant d'envoyer un bet pas trop cher pour value ses mains. Je bet 35 $, il regarde son stack, il prend une pile de 135 $ et raise. J'ai le fold le plus facile du monde, je jette mes cartes et je lui concède ce pot. Et puis après un moment d'attente, je reçois As-6 dépareillé au bouton. Le joueur en début de parole open à 10 $, qui est son sizing hyper faible, il a tendance à size up toutes ses mains fortes, et le joueur au hijack call. Je profite de l'occasion et envoie un raise à 40 $. La grosse blind call, le joueur UTG call, on est à 3 joueurs et le flop tombe 9-6-4 Rainbow. Je touche une paire plutôt décente, mais le joueur en début de parole reprend l'initiative et mise 30 $. Je call le joueur en grosse blind fold, et on se retrouve en heads up sur la turn qui est la doublette du 4. Le joueur en début de parole check, j'ai absolument pas envie de lui laisser des cartes gratuites, pour autant j'ai pas envie de miser trop cher pour pas me value cut, je suis content qu'il me paye avec des petites paires faibles, pour ces raisons j'envoie un bet à 60 $. Malheureusement il fait all-in pour un total de 120 $, il me reste 60 $ à rajouter, je call, la river tombe en 2, et il me retourne Roi 9 suité et gagne ce pot. S'ensuit un spot extrêmement intéressant où j'ai As-Dame dépareillé au bouton. La joueuse en milieu de position call et je l'isole à 25 $. Et directement, elle call. J'ai 2 informations sur cette joueuse, 2 prises de notes extrêmement précieuses. Je sais qu'elle reprend l'initiative dès qu'elle touche une main forte. Dès qu'elle touche une double paire, une couleur, elle reprend instantanément l'initiative. Deuxième chose, elle fait des calls plutôt très larges étant donné que j'ai une image très agressive. Bref, revenons-en à notre heads up. On arrive sur un flop Dame 6-5 bicolore. Je touche top pair, top kicker, c'est un rêve. J'envoie un bet à 40 $, elle call, et la turn tombe un 9 qui fait rentrer la flush. Là-dessus, elle check,
Et c'est ici que ça devient intéressant. Si elle avait une flush, elle aurait repris l'initiative. Donc avec les informations qu'on a, on peut continuer à value très thin en mettant des sizings relativement chers turn et river. Ce qu'on n'aurait absolument pas fait sans avoir cette information parce qu'on se serait trop vite value cut. J'envoie un bet à 70$, elle call, river tombe blast, elle check. Et ici la chose magnifique c'est que même si on n'avait pas touché l'as river, on sait qu'on a 100% du temps la meilleure main. Et au poker en général, quand on a 100% du temps la meilleure main, et encore plus quand on est contre un joueur qui peut déclencher des gros calls, on a envie de maximiser l'argent qu'on prend. On préfère envoyer des gros parpaings et prendre genre 500$ 20% du temps, plutôt que d'aller prendre 40$ 100% du temps. Je réfléchis donc à un sizing assez cher, mais pas trop cher non plus pour qu'elle ait quand même envie de me call avec ses dames. J'envoie un bet à 250$. Elle hésite. Elle compte son stack. Elle regarde mon stack. Et malheureusement, elle fold. C'était probablement un tout petit peu trop cher pour lui faire déclencher son call avec sa vieille weak pair. On remporte ce pot, et point important, c'est que ce spot-là, on en parle en value, mais il est surtout extrêmement bon à prendre en bluff, parce que dans cette situation, avec any two card, je peux juste faire all-in, et elle va simplement tout fold vu qu'elle reprend toujours l'initiative dès qu'elle a des mains fortes. C'est des choses très faciles que vous pouvez observer in-game, il suffit d'être attentif et de créer les bonnes lines d'explos par la suite. C'est le moment de sit-out, et avant de partir, je découvre une paire de rois en milieu de position. Le joueur en début de parole open à 15$, je le 3-bet à 65$, il call, et nous voici sur un flop Dame 6-5 Rainbow. Il check, et également ici on est contre un joueur très peu expérimenté qui reprend toujours l'initiative dès qu'il touche une top pair. Donc l'information que j'ai concrètement ici, c'est qu'il n'a rien. Et s'il a rien, j'ai absolument pas envie de bet parce que je vais juste récupérer le pot, et c'est pas ce que je veux. C'est ce que j'aurais voulu en bluff, c'est pour ça que je peux bluffer plein de spots dans ces petites limites, et ça marche très bien, mais là on a une main forte, donc on va simplement checker et espérer qu'il touche quelque chose qu'on domine. Je check, et je suis vraiment pas récompensé, la turn tombe en as. Il check, ce qui me rassure, je check également, et la river tombe un 10. Il check, et maintenant soit il a rien, soit il a une petite paire assez faible, donc on va aller capitaliser là-dessus sans miser trop cher. J'envoie un bet à 35$, il call, je retourne ma paire de rois, et je gagne parce qu'il avait 10 et 7 suités en face. D'où l'importance d'être bien observateur à table, de bien prendre des notes et de trouver les bonnes adaptations. Je finis cette session avec 1482 stacks, soit 880$ de profit. Globalement, plutôt content de mes spots de bluff, mais j'avoue être assez déçu de ne pas avoir trouvé les bons sizes sur les spots en value, notamment le spot avec As-Dame, où je mise un peu trop cher à la river, et c'est un coup qui nous fait perdre beaucoup d'argent. Bon allez, on retourne dans la vraie vie pour le débrief à chaud. Bon frérot, on l'a fait. Une session qui s'est bien passée finalement. On a pu jouer ensemble. C'est fou. Il n'y a eu aucun problème. Personne n'a rien dit. Et c'est trop cool. Bah ouais, c'était génial. À la place du joueur, parce que du coup t'as joué avec moi, on a joué toutes les mains ensemble. Et on a partagé tous les sinkings sur tous les spots. Ouais. Et on a fait la prise de notes ensemble, les breaks ensemble et tout. Ouais. C'est assez stylé. Ouais, c'était vraiment cool. Qu'est-ce que pour un grinder qui grind ce genre de limite, ce serait quoi les choses que j'ai mis en place que tu trouves intéressantes, qui sont pas forcément intuitives et que tu voudrais partager? Moi je dirais en numéro 1 vraiment le mieux c'était ton adaptation. Genre c'était immédiat, genre comment trouver les leaks et comment t'adapter aux joueurs en face. Ça je trouve ça vraiment intéressant. Et comment tu mettais ça en place déjà. Les syncings sur les spots c'est beaucoup plus fluide, il y a des sizing plus précis dans plein de spots. Et... Enfin, en fait les adaptations. Genre directement leak finding, snap, et ça je trouve ça vraiment cool. Donc tu dirais qu'en vrai pour un gars qui est déjà un très bon reg et qui fait déjà beaucoup d'argent, la différence pour passer de genre 10-15 bébés de l'heure à 30 bébés de l'heure plus, c'est pas vraiment une diff sur la cohérence de syncing des spots, mais c'est sur le leak finding, les adaptations. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah frérot, merci beaucoup. On se refait ça dans tous les cas. Ouais, bien joué toi. Ouais, on va se débriefer les mains. Hein? On va se débriefer les mains? Ouais. Let's go. Bon MK, comment ça se passe ta table? Moi c'est chaud les gars, mais je vais rester un peu. On va faire des heures sup. Parce que là il se passe des choses à la table. C'est lunaire. Ouais, il se passe des choses, du coup je vais rester. On va voir ce qui se passe. Vas-y, good luck. Ce qui est stylé dans tout ça, c'est qu'on est ensemble. Donc on va pouvoir tout review. Et moi, mon objectif, et je vais tryhard pour que ça soit le cas, on va tryhard ensemble, c'est que dans un premier temps, cette putain de 1-3, que vous rouliez sur l'eau. Que tout le monde tape son 90% de session positive. Et ensuite,
Mais on s'en fout de jouer plus cher. On s'en fout de jouer plus cher. Parce qu'en fait, c'est un truc exponentiel. Et vouloir. Ici, on va le répercuter sur les grosses limites. Et vouloir aller sauter des choses. Parce que là, il y a des éléments clés de leak finding, de prise de notes qui sont trop importants à maîtriser. De process de réflexion simple, mais à répéter et à maîtriser parfaitement. Et en fait, en 2.5, il y a d'autres obstacles. En 5.10, il y a d'autres obstacles. En 10.20, il y a d'autres obstacles. Et si là, on essaie de jump trop vite, bah ouais, on va faire plus d'argent sur le court terme, ok. Mais ce qu'on veut, c'est construire une compétence qui va nous permettre d'aller jouer ultra cher et d'être ultra à l'aise et de pouvoir jouer des gros montants et tellement maîtriser tout ce qu'on fait que c'est simple, intuitif, confortable. Donc, c'est le début d'une longue aventure. On est qu'au jour 2. Il reste encore une longue période. Merci d'avoir suivi ça. On se retrouve pour la prochaine. Ciao. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop.